au chapitre suivant. Ce sont les exercices de sécurité. À quoi servent les exercices de sécurité? Ils sont très importants. C'est pour évaluer la réaction des équipes en cas de venue. Parce que la chose la plus dangereuse qui puisse arriver lorsqu'il y a un problème, c'est la panique. Et pourquoi les gens paniquent? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Alors lorsqu'ils s'apprennent, ils apprennent comment faire et ils le font, ils le répètent à chaque fois jusqu'à ce que leur réaction soit correcte. S'il y a une venue, ils vont réagir immédiatement, ils ne vont pas paniquer, ils ne vont pas abandonner le chantier. Alors, quels sont les exercices? On les appelle, ces exercices de sécurité en anglais, on les appelle les drills, comme forage, mais ça n'a rien avec le forage. Comme ici, pit drill, c'est un exercice de sécurité lorsque le puits est au fond. Il y a aussi BOP drill, c'est l'exercice de sécurité lorsqu'on ferme le BOP. On va voir la différence. Trip drill, c'est l'exercice de sécurité en manœuvre. Le choke drill, c'est l'exercice de sécurité en fermant le BOP et en circulant à travers la choke, c'est-à-dire la duse. Il y a le strip drill, c'est l'exercice de sécurité lorsqu'on fait le stripping. Les plus importants qui nous concernent sont le pit drill et le BOP drill. Quelle est la différence entre le pit drill et le BOP drill? Tous les deux se font pendant le forage. Lorsqu'on est en forage, lorsqu'on est au fond, on utilise le pit drill. Qu'est-ce que ça veut dire le pit drill? C'est-à-dire qu'il faut, le chef de chantier et le chef de poste est en forage, il y a, l'alarme se déclenche. Lorsque l'alarme se déclenche, le chef de poste doit arrêter la rotation en premier. Il faut arrêter la rotation en premier avant de dégager. Et ça, c'est très important lorsqu'on utilise la tige carrée, la tige d'entraînement, parce que si on dégage avec la rotation, le carré d'entraînement peut sortir de la table de rotation et la garniture va tourner dans le sens inverse et se dévisser. Donc, il est strictement de dégager en tournant si on utilise la table de rotation et la tige d'entraînement. Mais si on utilise le top drive, on peut dégager en tournant. Ça n'a pas d'importance, ça ne crée aucun problème. Mais bien sûr, il faut arrêter la rotation du top drive avant de fermer le BOP. Alors, le pit drill, la première des choses, c'est arrêter la rotation. Deuxièmement, dégager jusqu'à ce que le tool joint soit positionné à plus ou moins 1 mètre de la table de rotation. Cette position-là, parce que nous allons fermer le BOP, et si on ferme le BOP, on ne peut plus tirer ou remonter ou descendre la garniture, alors il faut bien la positionner pour pouvoir intervenir après, pour mettre les clés ou par exemple la canne ou tout ça à l'aise. Parce que si le tool joint est très haut, on ne peut pas dévisser s'il faut dévisser. S'il est très bas, la même chose, on ne peut pas mettre les clés, donc il faut les mettre à une distance acceptable pour pouvoir visser et dévisser sans problème. C'est pour cela qu'on dégage à 1 mètre, à plus ou moins 1 mètre de la table de rotation. Et non pas ce qu'on nous a appris, c'est pour que le tool joint ne soit pas au niveau du BOP. Ça, ce n'est pas juste parce que la hauteur du BOP dépend de la hauteur du plancher par rapport au sol. Et chaque appareil a la hauteur du sol jusqu'au plancher diffère. Donc, ce n'est pas pour cette raison-là. Voilà. Donc, on arrête la rotation. On dégage à plus ou moins 1 mètre de la table de rotation et on arrête la circulation. L'exercice s'arrête ici. Il ne faut pas fermer le BOP. Pourquoi? Parce que l'outil est au fond.
Si vous fermez le BOP, c'est possible qu'après l'exercice, vous voulez ouvrir le BOP, il ne s'ouvre pas, vous allez perdre beaucoup de temps à l'ouvrir, et lorsque vous l'ouvrez, puisque l'outil est dans le découvert, il risque de coincer. C'est possible qu'il y ait des retombées, des éboulements et tout ça, qui vont coincer votre outil. Le puits va se refermer sur l'outil et vous ne pouvez plus le remonter. Alors, il ne faut pas fermer le BOP dans le pit drill. Tandis que le deuxième BOP drill, là, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on arrête la rotation, on dégage à plus ou moins 1 mètre, on arrête la circulation et on ferme le BOP. Mais quand est-ce qu'on fait ça, le BOP drill? Le BOP drill, on le fait lorsque l'outil est dans le tubage. Quand est-ce que l'outil est dans le tubage alors que nous sommes en train de forer? C'est lorsqu'on refore le ciment. Donc, on profite lorsqu'on refore le ciment avant de reforer complètement le ciment et d'entrer dans la nouvelle formation, c'est-à-dire avant de sortir du tubage, avant d'atteindre le sabot, il est préférable de déclencher l'alarme pour faire le BOP drill. À ce moment-là, on arrête la rotation, on dégage à plus ou moins 1 mètre, on arrête la circulation et puisque l'outil est dans le tubage, on peut fermer le BOP sans aucun risque. Voilà donc la différence entre le pit drill et le BOP drill. Il y a le trip drill. Trip, c'est manœuvre. C'est l'exercice pendant la manœuvre. Alors, pendant la manœuvre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement, lorsque le chef de poste à la remontée, lorsque le chef de poste remonte, l'alarme se déclenche, le chef de poste doit immédiatement arrêter la remontée avec le tool joint à plus ou moins 1 mètre de la table de rotation et le personnel doit mettre la safety valve en position ouverte. Il doit la mettre sur la tige et la visser une fois que le vissé est serré et après, ils doivent la fermer. Et l'exercice s'arrête ici. Voilà donc le trip drill. Ce n'est pas la peine de mettre la grève valve, ça n'a rien à voir avec l'exercice. L'essentiel, c'est de sécuriser le puits, c'est-à-dire arrêter le débit par l'intérieur des tiges. Tandis que le choc drill et le strip drill, le choc drill, c'est surtout pour le superviseur, le chef de chantier, lorsqu'on circule une venue à travers la duse. Alors, on doit fermer le BOP, on doit circuler quelques minutes à travers la duse et ça va passer à travers le choc manifold et revenir au dégazeur, puis vers le box du tamis vibrant. En général, on fait cet exercice, l'exercice concerne surtout le chef de chantier, le superviseur qui doivent s'exercer comment manipuler la duse. Ça se fait lorsqu'on change de bout. Lorsqu'on change de bout, on change une certaine quantité à travers les duses pour les entraîner. Tandis que le strip drill, strip, c'est stripping, c'est-à-dire lorsqu'on descend la garniture à travers le BOP annulaire fermé. Alors, on doit descendre toujours avec l'outil, toujours dans le tubage, mais très profond, parce qu'on ne peut pas faire le stripping si le poids de la garniture est léger. Si la garniture est légère, on ne peut pas faire du stripping. Donc, on descend suffisamment jusqu'à ce qu'on ait un poids suffisant, mais en restant dans le tubage. À ce moment-là, on peut fermer le BOP annulaire et descendre de longueur à travers le BOP annulaire fermé. Ça, c'est l'affaire normalement du superviseur et du chef de chantier pour faire le stripping. Voilà donc les exercices de sécurité. Normalement, le responsable de ces exercices, et le déclencheur de ces exercices, c'est le superviseur. Il doit planifier ça. Alors, il y a des conditions. La première des choses, l'exercice ne doit pas générer des incidents. Par exemple, on ne doit pas faire l'exercice alors qu'on est en train de coincer, ou bien
on a peur d'arrêter pour ne pas, si on arrête, on va coincer par pression différentielle. Donc, ce n'est pas le moment de faire l'exercice. Il faut dépasser avant ou après le problème. À ce moment-là, on décide de faire l'exercice. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer des incidents dans le puits à cause de cet exercice. Mais il y a une deuxième règle que la majorité des gens ignorent, c'est ça, c'est la deuxième. Attention, le personnel doit être informé. Il doit être informé avant le début de l'exercice. Et oui, là, il ne faut pas le faire à l'improviste. La preuve est, et là, voilà, ça, c'est l'API qui dit ça. Voilà. Si vous allez à l'API, le chapitre 11.3, crew drills, c'est-à-dire les exercices sécurité de l'équipe, et vous lisez ici, drills, c'est-à-dire les exercices sécurité, should be clearly announced, doivent être clairement annoncés, so all concerned know that a drill, not an actual event, is taking place. Pour que tous les concernés sachent que c'est un exercice et non pas un problème ou bien un événement actuel qui se passe. Donc, voilà ce qui prouve que le personnel doit être informé avant le début de l'exercice. Voilà. Voilà donc les exercices de sécurité. Maintenant, on va voir les causes des venues. Qu'est-ce qui cause les venues? Qu'est-ce qui entraîne la venue? Bon, ce qui cause les venues, tout simplement, on dit on a une venue parce qu'on a perdu le contrôle primaire. Le contrôle primaire, c'est il faut garder la pression hydrostatique supérieure ou égale à la pression de port. Puisque la pression hydrostatique a deux facteurs, il y a Z, la hauteur de la boue et la densité de la boue. Alors, qu'est-ce qui va chuter la pression hydrostatique? Ou bien c'est Z qui va chuter, ou bien c'est la densité qui va chuter. Alors, qu'est-ce qui va chuter Z? Pendant le forage, comment le niveau de la boue chute? C'est lorsqu'on tombe en perte totale. Ça, le niveau de la boue va chuter. Tandis que pendant la manœuvre, il y a deux causes. Il y a les pertes totales aussi pendant la manœuvre, ou bien un défaut de remplissage. Lorsque vous remontez et vous ne remplissez pas bien le puits. Par exemple, vous remontez, par exemple, 10 longueurs. Si vous faites le calcul, vous trouvez que pour 10 longueurs, il vous faut un volume de 700 litres, mais vous n'avez rempli que 300 litres. Alors, la hauteur de la boue va chuter, et si vous répétez ça plusieurs fois, la hauteur va chuter suffisamment jusqu'à ce que la pression hydrostatique devienne inférieure à la pression de port. Et vous allez perdre le contrôle primaire et avoir une venue. Voilà donc les raisons. Et le pistonnage, on va en parler à côté parce qu'il est pendant les manœuvres, mais Z ne chute pas, on va voir, c'est un autre phénomène. Maintenant, qu'est-ce qui va chuter? Qu'est-ce qui va chuter? La densité. La densité peut chuter normalement pendant le forage, uniquement pendant le forage. Comment elle chute pendant le forage? Peut-être que la première, c'est la mauvaise estimation de la pression de port. Par exemple, on vous a donné une mauvaise information sur la pression de port. Par exemple, on vous a dit la pression de port est de 300 bars. Alors, vous allez fabriquer une boue qui a une densité suffisante pour avoir une pression hydrostatique de 310 bars. C'est-à-dire, vous avez une marge de sécurité ou une pression différentielle de 10 bars. Mais lorsque vous êtes entré dans le réservoir, vous n'avez pas trouvé 300, mais vous avez trouvé 315. Alors là, elle a dépassé la pression de port, a dépassé la pression hydrostatique, et là, vous allez avoir une venue. Voilà donc la première. La deuxième, c'est la contamination.
Qu'est-ce que ça veut dire la contamination? C'est que lorsque vous forez, vous traversez d'autres réservoirs. Par exemple, si vous traversez un réservoir d'eau, vous forez avec la même boue, mais l'eau que vous allez forer, c'est-à-dire dans le réservoir que vous êtes en train de forer, vous détruisez la roche et l'eau qui est dans cette partie de roche qui est détruite, où est-ce qu'elle va partir? Elle va se mélanger à la boue. Et lorsqu'elle se mélange à la boue, elle va l'alléger, donc elle va réduire la densité. Donc la pression hydrostatique va être réduite et vous allez avoir une venue. Aussi, il y a la contamination qui peut se produire en surface. Par exemple, si les deux bacs se mélangent, il y a un bac de réserve qui a une densité inférieure à celle du bac actif, et il y a la communication entre les deux bacs est ouverte, alors la boue légère va passer dans le bac actif et vous allez aspirer la boue légère, donc vous allez vous allez réduire la densité, vous allez réduire la pression hydrostatique et avoir une venue. C'est possible que vous avez laissé de l'eau couler dans le bac actif ou autre. Donc, voilà, il y a la contamination dans le puits et il y a la contamination en surface. Le gas cutting, c'est quoi? Regardez le gas cutting, si vous avez, voilà l'exemple. Là, si vous forez une roche qui n'est pas une roche réservoir, là, vous allez obtenir du cutting solide que vous allez éliminer par les tamis vibrants. Mais si vous forez un réservoir, le réservoir est une roche poreuse. Elle est poreuse et perméable, mais elle est surtout poreuse. Et qu'est-ce qu'il y a dans les pores? Il y a le fluide, de l'eau, ou bien du gaz, ou bien du pétrole. Lorsque vous forez là, la partie solide, vous allez obtenir du solide cuttings, du cutting solide, que vous allez éliminer par les tamis vibrants. Mais là où il y a le fluide dans les pores, lorsque vous détruisez cette partie de roche, où va partir ce fluide? Il va se mélanger à la boue. Et lorsqu'il se mélange à la boue, il va l'alléger. Voilà, donc c'est ça le gas cutting. Alors là, si vous avez un réservoir à gaz, vous avez du solide cuttings et ici du gaz cutting. Donc, lorsque la boue arrive en surface, elle doit passer par le tamis vibrant pour éliminer les cuttings solides et passer par le petit dégazeur, le vacuum dégazeur, pour éliminer le gas cutting. Voilà ce que veut dire le gas cutting. Bon, on va revenir maintenant pour voir les pertes. Alors, les pertes, vous avez ce qu'on appelle les pertes partielles et vous avez les pertes totales. Alors, quelle est la différence entre les pertes partielles et les pertes totales? Regardez, les pertes partielles, supposez que vous forez avec un débit de 2000 litres par minute. Vous lancez le débit in qui entre dans le puits est 2000 litres par minute. Le débit, ça s'appelle le débit in. Le débit out est de 1800 litres par minute. Alors là, vous avez injecté 2000, vous avez récupéré 1200. Donc ici, on dit que le débit de perte est de 2000 moins 1800, c'est 200 litres par minute. Donc, à chaque minute, vous perdez 200 litres. Mais il y a toujours le retour, parce qu'il est inférieur à ce que vous envoyez dans le puits, mais il y a toujours le retour. Alors, puisqu'il y a toujours le retour, vous perdez de la boue. Certes, c'est une perte économique, mais le puits est en sécurité parce que le puits est toujours plein, puisque la boue sort toujours, donc elle remplit complètement le puits et sort à l'extérieur. Donc, puisque le puits est toujours plein, il n'y a pas de risque d'avoir une venue. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les pertes partielles. Tandis que les pertes totales, c'est lorsque vous envoyez 2000 litres et
le débit out égale 0. Par exemple, si vous avez le débit de perte qui est égal à 2100 litres par minute, vous envoyez 2000, ils vont être absorbés, avalés, toute la boue est avalée par la formation, le retour va chuter, chuter, chuter jusqu'à s'annuler, et après, le niveau va chuter dans le puits, il va chuter, 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 jusqu'à atteindre un niveau qui s'appelle le niveau statique. Alors là, lorsque le niveau chute dans le puits, vous pouvez, c'est un risque, vous pouvez avoir une venue.